François Burga, bonsoir. Bonsoir. Ne nous méprenons pas sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas fait un pronostic sur les élections tunisiennes. Je ne me suis pas permis d'entrer dans le débat qui consiste à dire c'est plutôt ceux-là ou plutôt les autres qui vont gagner. J'ai simplement dit que ce qui se passe en Tunisie intéresse, passionne, c'est même pas sûr d'ailleurs, parce que c'est un des enseignements de ma visite. On n'a pas l'impression, je vais me permettre de dire quelque chose de méchant aux Tunisiens, voilà. J'ai eu un petit peu le sentiment que les Tunisiennes et les Tunisiens ne se rendent peut-être pas compte de la portée de cette période qu'ils sont en train de vivre. On a l'impression qu'ils, non pas qu'ils la dévalorisent, mais elle n'a pas cette signification qu'elle a, il faut le dire, pour un grand nombre de gens dans le monde arabe, d'abord, tous les gens qui sont dans une phase historique qui est comparable, qui est sur la même logique, hein, cette sortie de l'autoritarisme après la longue séquence version coloniale et la longue séquence post-coloniale. Tous ceux qui sont dans ce tourbillon douloureux, difficile, regardent vers la Tunisie en se disant ben non, il y a quand même une lueur, il y a quand même un oasis, il y a une lumière au bout du tunnel. Nous sommes bien, nous, Arabes, capables de produire des acteurs politiques qui sont capables, qui sont eux-mêmes capables de sortir le pays sans autrement que sur le mode conflictuel de l'état dans lequel l'a mis 40 ans ou plus d'autoritarisme. Mais ce que j'ai voulu dire dans ce papier, c'est un papier un petit peu égoïste. Je m'exprime en tant que Français, en tant qu'Européen. J'ai dit, vous savez, ce qui se passe chez vous, ça nous intéresse, non pas parce que nous avons gardé cette espèce d'atavisme qui consiste à nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, mais parce que le message qu'envoie la classe politique tunisienne, qui consiste à dire tous les acteurs politiques du sud de la Méditerranée, y compris, et vous comprendrez qui je désigne, y compris ceux qui ont 3 poils au menton, y compris ceux que un compartiment des élites politiques maghrébines d'une part et une écrasante majorité des sociétés du Nord d'autre part ont considéré comme infréquentables pendant des décennies, eh bien tous ces acteurs politiques sont capables d'être les partenaires d'un processus de construction d'un état de droit au sens le plus universel du terme. Et pourquoi c'est important qu'on entende ce message-là? Parce que nos oreilles d'occidentaux viennent de recevoir un autre message, alarmiste, terrifiant, qui est venu non pas de l'Occident de l'Orient, mais de l'Orient, du Proche-Orient, qui est un message qui peut être lu comme une espèce de caution, confirmation de la raison qu'avaient ceux qui, en Europe, ont une lecture émotionnelle, irrationnelle, du potentiel politique de la religion de l'autre. Alors, nous avons reçu un message, c'est là que Daesh intervient, dont le danger potentiel est qu'ils viennent conforter ce que j'ai appelé nos extrémistes à nous, hein, qui se portent très bien par les temps qui courent. Par les temps qui courent, qui sont ceux que vous connaissez, de la poussée des forces d'extrême droite, du repli identitaire, du repli sectaire, du repli xénophobe d'une grande partie malheureusement des populations européennes. Alors dans cette conjoncture, je disais de façon très très égoïste, sans même me soucier du bonheur des Tunisiennes et des Tunisiens ou des Arabes, je disais nous autres Européens qui estimons, qui avons la conviction que la lecture que font un certain nombre de nos compatriotes est irrationnelle et émotionnelle, nous avons besoin de pouvoir prendre appui sur le contre-exemple, hein, et c'est là que j'ai dit l'antidote de Daesh, c'est la démonstration que nous font la classe politique tunisienne, les petits pas de la classe politique tunisienne, certes prudents, mais néanmoins constants, dans la direction de cette démonstration essentielle que, quelle que soit leur couleur politique, la construction, ils sont capables de construire un état de droit au sens le plus universel du terme. Alors, bon, tout le reste on le sait, le premier grand pas historique qui a été franchi par la Tunisie, c'est l'adoption consensuelle d'une constitution qui a ruiné ses prédictions
l'adoption d'une constitution alors que les acteurs politiques dits infréquentables étaient en situation, sinon d'hégémonie, au moins de participer très directement. Ils pouvaient bloquer, ils étaient majoritaires. Donc nous avons eu la démonstration que ces acteurs politiques dits infréquentables avaient pu être les partenaires d'un processus de construction, d'adoption d'une constitution parfaitement unique à l'échelle du monde arabe contemporain. Et maintenant, bien sûr, eh bien, cette étape successive, ces élections qui vont donner un sens, une portée pratique à cette constitution, qui vont la mettre en marche, eh bien, elles devraient permettre, elles vont permettre, on espère qu'elles vont permettre à la Tunisie de rentrer dans l'histoire. Et c'est ce que j'ai dit, c'est que la Tunisie allait rentrer dans l'histoire pour le bien de ses citoyennes et ses citoyens. Elle allait rentrer dans l'histoire pour le bien du monde arabe, mais elle allait aussi rentrer dans l'histoire, et nous l'attendons impatiemment pour le bien de centaines de millions de citoyens non arabes dans le monde occidental qui ont besoin de cette démonstration qui pourrait calmer les exigences inacceptables d'un certain nombre d'entre eux. Alors d'abord, il faut redire très brièvement pourquoi la crise syrienne divise. Pourquoi ni le monde occidental ni le monde arabe n'a réagi à la crise syrienne sur le même registre que cet enthousiasme unanimiste qui a salué la chute du président Ben Ali. Alors on pourrait faire une démonstration assez longue, dire c'est vrai que Ben Ali faisait une sorte d'unanimisme dans la classe politique arabe et occidentale. Ben Ali, il était quelque part too much, dirait-on. Alors que la personne de Bachar, qui était un président qui avait lui-même, fût-ce sur le mode dynastique, succédé relativement récemment à l'échelle du monde arabe, en l'occurrence à son père, mais c'était un président qui était un petit peu moins usé, mais disons que c'était un président qui, à la différence du président tunisien, à la différence du président égyptien, était un acteur important du front du refus qui résistait à la paix israélo-américaine dans la région. Dès lors, il y a eu deux lectures de la crise syrienne. Une lecture dont je ne cacherai pas quelle est la mienne, qui était, et je vivais en Syrie, qui était de dire cette onde de choc qui a secoué la Tunisie et qui a redonné, qui a fait tomber la peur, c'est vraiment le mot-clé, et qui a redonné la capacité aux acteurs de la société civile, suivis par des pans entiers de la population, à se soulever contre un régime particulièrement autoritaire. Et elle a été assortie d'une seconde lecture qu'on peut résumer en disant que la somme des gens qui ont soutenu l'opposition syrienne est constituée de forces politiques qui, paradoxalement, ont discrédité l'opposition syrienne. Comment pourrais-je être un ami de l'opposition syrienne? Se sont dit des milliers de militants des gauches arabes et européennes, alors que cette opposition syrienne est soutenue par l'émir du Qatar, le roi d'Arabie Saoudite, le premier ministre britannique, le président français, le président américain, et last but not least, pour ceux qui naviguent dans les milieux de la francophonie, par Bernard-Henri Lévy. Comment ces gens-là peuvent-ils être fréquentables? Et c'est là qu'il y a eu une erreur, à mon sens une erreur tragique d'analyse de toute une partie des gauches ou des milieux anti-impérialistes. Ils ont eu une réaction pavlovienne. Je ne peux pas m'associer à une dynamique politique qui est bien vue par ceux que j'ai combattus tout le temps comme étant les porteurs d'une dynamique impérialiste que je contestais. Le petit effort intellectuel que n'ont pas fait de nombreux militants des gauches anti-impérialistes, c'est de se dire, ce n'est pas parce qu'une dynamique populaire, transconfessionnelle, je ne dirais pas laïque et démocratique, mais transconfessionnelle, promouvant des valeurs réellement universelles, fait l'objet de tentatives d'instrumentalisation et de récupération par des forces politiques que je considère comme illégitimes et dont il se trouve simplement qu'elles ont changé leur fusil d'épaule. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les diplomaties occidentales? Elles ont pris une gifle sur la joue tunisienne, une gifle sur la joue égyptienne, elles se sont dit on ne va pas se faire avoir une troisième fois. Et donc on va surfer la révolte libyenne pour garder nos appuis dans cette région du monde. Et elles ont fait la même chose avec la Syrie. Ce n'est pas parce qu'une dynamique populaire légitime fait l'objet d'instrumentalisation par des forces
internationales qui ne le sont pas que cette dynamique populaire devient illégitime. Et ça, il y a un certain nombre, malheureusement, il y a un certain nombre de militants qui, en toute bonne conscience, se sont dit « Je ne peux pas soutenir une opposition qui est soutenue par Bernard-Henri Lévy ». Oui, et peut-être encore une seconde idée. Il est évident que les gauches arabes et occidentales ont réalisé que les forces politiques qui étaient dans les urnes arabes n'étaient pas celles dont ils avaient rêvé, que la chute de l'autoritarisme n'allait pas permettre de faire émerger les bonnes vieilles gauches dont ils rêvaient depuis longtemps. Les Occidentaux se sont dit « Ah !» Les printemps arabes, au début, on nous a expliqué que ça y est, c'était fini, c'était la fin de l'islamisme. On a fait des interprétations extrêmement raccourcies en disconnectant les forces de la révolution des courants islamistes. On dit ils sont venus récupérer après. Tout cela, on le sait très bien, était beaucoup plus complexe. Et donc, ces gauches arabes ont commencé à marquer leur réticence à l'égard de dynamiques dont ils ont compris qu'en dernière instance, elles allaient conforter leur isolation sur les scènes électorales. Est-ce qu'il n'y a pas, par ailleurs, une sorte de déficit de la culture universaliste ou des valeurs universelles qui fait qu'en présence d'exactions de masse, on est toujours dans des raisonnements de prise de parti, de raisonnements partisans, etc. Oui, on a les gauches, une partie de l'Occident a fait une lecture idéologique et n'a pas été capable de reconstruire son regard sur la base des données factuelles. Les forces armées syriennes n'ont pas tiré sur des égorgeurs de policiers. Elles ont pendant 5, 6, 7, 8 mois tiré à balles réelles sur des manifestants parfaitement pacifiques. Et le régime a eu un jeu particulièrement cynique qui consistait à confessionnaliser la révolte, à faire accroire qu'il ne s'agissait pas d'une révolte démocratique, mais bien d'une révolte sectaire, confessionnelle. Et il s'était forcé de la militariser et il s'était forcé de la radicaliser. Et le drame, c'est qu'il y est, en grande partie, ou en partie au moins, parvenu. Merci.